Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, je reçois Floriane Burgi, qui est interne en médecine et qui a la particularité de participer à des formations avec les kinés. Elle travaille également sur une thèse dans laquelle elle s'interroge sur les relations entre les médecins et les kinés. C'est pourquoi j'ai décidé de la questionner dans cette interview sur son parcours, sur ses motivations et également sur les contenus éventuels de sa thèse. Comme d'habitude, si vous souhaitez d'autres informations, d'autres interviews, des cours gratuits, rendez-vous sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, un nouvel épisode de la série de podcasts de GMK. Avant de démarrer, très rapidement, comme d'habitude, je vais vous déclarer mes conflits d'intérêts. Donc moi je suis kinésithérapeute libéral et le plus gros conflit d'intérêt que j'ai, c'est que je suis intervenant en formation continue pour des boîtes privées et en formation initiale. Et surtout, je suis gérant d'une société de formation qui s'appelle GMK, co-gérant. Et donc, comme ce podcast est enregistré dans le cadre de cet organisme, je trouve que c'est normal et obligatoire de présenter ces conflits d'intérêts. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de plaisir Floriane Burgi, que j'ai rencontrée au décours d'une formation et qui a un profil vraiment particulier. Je me suis dit que ça pourrait beaucoup vous intéresser de l'entendre discuter. Donc, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, s'il te plaît ? Alors bonjour, donc Floriane Burgi, j'ai 26 ans. Je suis interne en 9e année de NPR, donc en général les kinésithérapeutes ça vous parle, mais médecine physique et réadaptation. Donc concrètement, moi en ce moment je suis en stage surtout au CHU et accessoirement dans des hôpitaux privés, donc dans les centres de rééducation, neurologie, orthopédie. Et donc là, on part sur un internat, des études de médecine au total de 10 ans. Donc il y a 6 ans de tronc commun avec tous les autres étudiants de médecine, les médecins généralistes, les cardiologues, les neurologues, etc., les chirurgiens. Ensuite, on a un concours en fin de 6e année, en plus de celui de première année commun à toutes les spécialités médicales. Et donc en fin de 6e année, on choisit notre spécialité. Moi, j'ai choisi la rééducation parce que j'aime l'appareil locomoteur, l'anatomie, la physiologie. Et donc ensuite, actuellement, je réalise une année supplémentaire en plein milieu de l'internat, en fait, qui s'appelle la FST, Formation spécialisée transversale de médecine du sport. Donc j'ai des cours supplémentaires et puis je fais une année dans des centres agréés de médecine du sport. Et cette année supplémentaire, est-ce qu'elle existe aussi dans d'autres champs, d'autres spécialités ou c'est spécifique au musculo-squelettique ? Elle peut exister dans d'autres spécialités, par exemple, les radiologues peuvent choisir la spécialité radiologie interventionnelle qui rajoutera 1 an. Et puis cette spécialité médecine du sport, elle est maintenant ouverte uniquement aux rhumatologues, aux médecins MPR, aux médecins généralistes et je crois aux médecins du travail et aux cardiologues. Donc c'est les 5 spécialités qui théoriquement ont le droit d'avoir ce diplôme médecin du sport, auront cette autorisation de l'écrire réellement sur la plaque. D'accord, parce que si je me rappelle bien, avant il fallait finir son cursus pour ensuite partir en médecine du sport. C'était pas comme ça auparavant ? Probablement. Finalement, la FST, donc la formation spécialisée transversale, elle remplace le DESC de l'époque. Il y a aussi en parallèle une possibilité de faire des DIU, des diplômes interuniversitaires, donc vous avez les mêmes en kinésithérapie, des équivalents en kinésithérapie, qui sont donc simplement en général des cours et des formations, mais il n'y a pas d'obligation de faire une année supplémentaire de stage dans des centres spécialisés de médecine du sport. Ok, donc dès le départ tu savais que tu voulais partir là-dedans ? Quand tu as démarré tes études ? Moi, quand j'ai démarré les études, je voulais être soit médecin, soit kinésithérapeute, mais en tout cas dans le domaine du locomoteur. Il se trouve que j'ai pu avoir médecine en première année, donc je suis allée dans cette voie. Et puis j'avais hésité entre la rhumatologie ou la MPR et je pense que j'ai fait le bon choix. Et ça, c'est au concours d'internat qu'on choisit ça, c'est ça ? En fin de 6e année, on choisit notre spécialité. Ok.
Donc tu as décidé de partir là-dedans. Et alors ce qui est vraiment pas courant, c'est que en fait là on se retrouve dans une formation de kiné parce que tu es participante. Et du coup, qu'est-ce qui te motive pour faire ça? Je pense que c'est pas très courant. Beaucoup de choses, je pense. Déjà d'une part parce qu'en étant MPR, la kinésithérapie c'est comme la base de notre traitement. C'est vrai qu'on essaye de soigner plutôt par le mouvement que par les thérapies orales, même si on reste prescripteur aussi. En médecine du sport, on prescrit, presque chaque patient aura son ordonnance de kiné. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas réellement ce que faisaient les kinésithérapeutes. Et j'avais ce besoin de me former, en plus des kinés que je pouvais rencontrer sur mon lieu de stage, des kinés hospitaliers. Je souhaitais savoir ce que faisaient réellement les kinés libéraux. Et aller juste une après-midi ou une journée en cabinet libéral, j'apprenais beaucoup de choses, mais j'avais besoin d'avoir quelque chose de plus théorique et avoir beaucoup de connaissances à accumuler sur seulement 2 jours, quoi. 2-3 jours, quoi, les formations courtes que peuvent proposer les organismes. Et c'est assez courant, ça, dans ta branche, d'aller faire des formations avec les kinés? Moi, j'ai jamais encore rencontré de co-internes ou de chefs qui ont fait des formations kiné, mais franchement, moi, ça modifie complètement ma prise en charge. Déjà, d'une part, sur le diagnostic, parce que en tant que médecin, on a le diagnostic. On va dire qu'on élimine en fait tous les drapeaux rouges et puis on a le diagnostic pur, mais tout ce qui est plus fin, le ressenti, le palpé et finalement toutes ces pathologies où il n'y a rien à l'imagerie et en fait le patient a quand même mal. Et toutes ces choses-là, en fait, la kiné m'a apporté des réponses et savoir aussi ce que va faire le kiné. Je pense que dans mon courrier ou dans mon ordonnance, j'espère en tout cas orienter mieux mes patients. Je les prépare aussi mentalement à ce que va faire le kiné. Par exemple, pour un lombalgique qui est très kinésiophobique, j'essaye un peu d'amorcer, de débuter ce travail du kiné. J'espère. Oui, c'est super. Ça fait vraiment plaisir à entendre parce que on pourrait imaginer, enfin moi c'est ce que je m'imagine un peu, que effectivement, on en parlera après, mais il y a un espèce de sas entre les deux professions. Et de t'entendre dire qu'on peut être utile aussi pour les médecins, c'est plutôt, enfin moi ça me fait plaisir d'entendre ça parce que je suis convaincu qu'on a aussi des compétences un peu partagées. Mais que tu me dises que tu as appris des choses, ça fait plaisir. Donc tu penses que qu'un médecin généraliste par exemple ou je sais pas, un rhumatologue, aurait aussi à apprendre à voir les kinés travailler? Est-ce que c'est des champs qui... Alors, pour être honnête, je pense que le médecin généraliste, il est général, donc il a déjà tellement de choses à savoir. Je pense que c'est la spécialité la plus dure, en fait. La médecine générale, il doit être bon dans tous les domaines. Il doit déjà pas rater le grave et s'occuper du patient qui a un problème cardiaque, le cancer du sein, etc. Donc après... Honnêtement, la tendinopathie, je ne suis pas sûre que ce soit réellement intéressant pour lui de connaître précisément le traitement du kiné. Par contre, oui, que les spécialistes du locomoteur, les chirurgiens orthopédiques par exemple, les rhumatologues et nous, MPR ou neurochirurgiens aussi, je pense que ça peut être vraiment intéressant de... Est-ce que ça me fait penser à quelque chose? Est-ce que tu crois, enfin moi des fois j'ai cette impression-là en discutant avec les collègues, qu'il y a des genres de générations de médecins où on a des fois du mal à se comprendre simplement qu'on n'est pas de la même génération, et je pense, je sais pas, à des orthopédistes peut-être des années 80. Est-ce que tu ressens ça aussi, qu'il y a quand même un décalage entre... En fait, je pense que peut-être comme chez vous en kiné, à l'époque on avait on était plutôt paternaliste en médecine. Un peu biomédical? Comment? Le sens biomédical du Oui, terme. voilà, et finalement on expliquait aux patients, enfin on expliquait peut-être pas, voilà, vous avez cette pathologie, vous allez faire comme ça. Et peut-être le médecin avait aussi une aura un peu plus importante dans la société qu'il ne l'a maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas maintenant on est beaucoup plus dans l'explication. Et puis on apprend maintenant à travailler en équipe. Et peut-être qu'à l'époque on apprenait un peu moins. Je pense que quand même on s'oriente de plus en plus vers le pluridisciplinaire. Et à mon avis, les hautes instances souhaitent aussi qu'on travaille en équipe. Oui, je pense que c'est effectivement, du coup, ça fait un fil vers le sujet de ta thèse. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu étudies, ce que tu essaies de montrer? Alors,
Du coup, je tente une thèse d'exercice. C'est pas une thèse de science sur la coopération médecins et kinés libéraux de Côte d'Or. Donc déjà, on souhaitait faire un état des lieux. J'ai retrouvé des mémoires de kinésithérapeutes, mais d'autres départements qui faisaient un état des lieux précis de la coopération médecin-kinésithérapeute. Donc ça m'a donné des éléments, des choses. Il y a des choses qui m'ont interpellée. Je me suis demandé si c'était la même chose chez nous en Côte d'Or. Et puis ensuite, une fois qu'on a mis en avant ces écueils, entre guillemets, en tout cas plutôt ces problématiques, parce que c'est pas non plus... Il y a quand même une communication qui se fait. Rechercher des solutions locales, des solutions concrètes. Donc c'est peut-être plus une thèse de terrain qu'une thèse scientifique. Mais c'est toujours intéressant de toute façon. Mais réellement, j'ai pas l'impression de... J'étais très inquiète pour la thèse, comme tout étudiant de médecine. C'est une grande étape. Et réellement, j'ai pas l'impression de travailler. Honnêtement, ça s'est fait comme ça et ça a été passionnant, quoi. Et puis, il y a des kinés qui ont réellement joué le jeu. Il y en a qui ont réellement... qui ont fait, eux, l'effort de venir vers moi, de me contacter par mail, par téléphone, pour discuter de leur point de vue, pour donner leurs idées, et eux-mêmes se remettre en question. Il y a un kiné qui m'a dit, et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Parce que la thèse a été surtout centrée, qu'est-ce que les médecins pourraient faire pour s'améliorer? Et c'est vrai que je n'y ai même pas pensé, mais un kiné pourrait faire un mémoire, un kiné de Dijon, par exemple, pourrait faire un mémoire sur qu'est-ce que les kinés pourraient faire. Pour améliorer la communication. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui ressort, si tu peux déjà le dire et parler, qu'est-ce qui ressort de tes observations? Avant de faire ce questionnaire, j'en avais déjà discuté avec quelques kinésithérapeutes que je connaissais pour orienter un peu déjà le questionnaire. Il m'avait expliqué que c'était compliqué d'un point de vue nomenclature. D'accord. Donc j'ai découvert la nomenclature des kinésithérapeutes et honnêtement, je pense que c'était le travail le plus dur de cette thèse et je ne pense pas encore avoir la prétention de comprendre votre nomenclature. Moi non plus, je la comprends pas. Les kinés, en fait, eux-mêmes ne comprennent pas réellement parce qu'il y a de grosses différences parfois, mais même des opposés en fait. Et là, dans le cadre de votre formation, j'ai eu l'occasion de discuter avec les kinés et parfois c'est pas facile. Donc déjà, essayer d'être en accord avec les kinés sur cette nomenclature et tenter de faire un résumé qu'on présentera aux médecins. Donc leur expliquer votre nomenclature, comment faire une ordonnance de kiné en réponse à votre nomenclature, etc., vos cotations. Essayer de faire l'ordonnance de kiné la plus pertinente par rapport à vos pratiques. Ensuite, on s'est intéressé au cas précis de la lombalgie, puisque c'est un gros problème sociétal, on va dire, qui est à la mode aussi de par les campagnes de l'assurance maladie. Et donc, on s'est intéressé aussi à cette lombalgie, donc les pratiques des kinés actuels de Côte d'Or sur la lombalgie, et puis essayer de faire une ordonnance type lombalgie qui sera transmise à tous les médecins de Côte d'Or. En espérant en tout cas que ce soit fait finalement le première interface médecin-kiné, c'est d'abord l'ordonnance, L'autre axe, on essaye de développer la téléexpertise, donc on va avoir des réunions fin de semaine, j'espère que ça va aboutir. Une téléexpertise qui sera gérée par les médecins MPR du CHU avec les kinés du CHU, donc comme ça on aura en plus les deux professionnels. Et cette téléexpertise sera dans un premier temps ouverte aux kinés qui travaillent avec des patients lombalgiques, des kinés de ville et qui auraient des problématiques avec leurs patients et un besoin d'un avis entre guillemets expert du CHU, donc sur des patients sur lesquels ils bloquent, où il y a peut-être besoin d'un avis spécialisé, du rhumatologue, pourquoi pas suspicion de spondylarthrite par le kiné, etc. Des problématiques dans la rééducation, pouvoir en discuter avec les kinés du CHU, etc. Donc la différence les urgences. Excusez-moi, je t'ai coupé. Oui, pas de souci. La différence entre un télésoin et une téléexpertise, c'est quoi en fait? Est-ce que
Télésoins, je crois que vous, les kinés, ça s'est bien développé avec en fait, le on fait une séance à distance, voilà, Covid. c'est ça. La téléexpertise, si je comprends bien, c'est pas pour le patient, ce serait pour que les kinés vous contactent pour avoir des infos, c'est ça? Voilà, donc nous, on le fait dans ce sens, en tout cas. Normalement, c'est même un acte final, entre médecins. Pour le moment, c'est remboursé uniquement entre médecins. Donc c'est un acte. Chacun reçoit, le demandeur et celui qui répond à la question, reçoit une indemnisation. C'est en cours pour le moment a priori, je crois que 2021, il pourra y avoir un remboursement entre les infirmiers et les médecins. Donc c'est très important pour les infirmiers de campagne, qui parfois sont infirmières souvent, qui sont en détresse avec un patient isolé en campagne et vont pouvoir contacter tout de suite un médecin et filmer la plaie du patient qui évolue mal, etc. Et a priori, ça pourrait se développer vers la kinésithérapie. Pour le moment, il n'y a pas de remboursement. On va essayer de faire des demandes. Je ne savais pas. Donc, il y a un acte qui existe entre médecins pour... Entre médecins, il y a un acte. Voilà. Et là, je pense, à mon avis, d'autant plus, les hautes instances ont envie de développer cette téléexpertise et la communication entre professionnels. Enfin, j'espère, en tout cas. En tout cas, nous, on va essayer de le faire développer en Côte d'Or. Et du coup, ce serait en gros, les kinés libéraux de Côte d'Or, si je comprends bien, qui pourraient ensuite contacter le CHU. Oui, on aurait 3 créneaux par mois. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de développer. Okay. Donc des jours de permanence, du coup, il faudra s'inscrire et... Alors, on a une réunion la fin de semaine pour discuter de... Voilà, mais en tout cas, on essaiera de vous faire passer le message. Et c'est quelque chose qui est fait dans d'autres régions, que ce soit ton travail ou cette réflexion autour de la téléexpertise? Mon travail, non. J'ai retrouvé des thèses, effectivement, des thèses de médecins généralistes qui traitaient de cette coopération, mais il n'y a pas eu ensuite d'aboutissement, de recherche de choses pratiques, de solutions pratiques locales. Et moi, c'est vraiment l'objectif de ma thèse, finalement, fournir un travail écrit, c'est une chose, mais ce qui m'intéressait, c'était réellement... je suis dijonnaise, j'ai fait mes études ici et je souhaite rester à Dijon. Et donc, puisque la kiné est la base, c'est ma pilule, quoi. C'est bien plus que les anti-inflammatoires ou des choses comme ça. Donc, j'avais envie de débuter un bon travail, quoi. Quels seraient, à ton avis, les éléments qui empêchent ou qui limitent le fait que des médecins ou des étudiants, des internes travaillent sur ce thème-là? Parce que j'aurais pu penser qu'il existerait quand même pas mal de trucs en France là-dessus. Oui, alors ça existe. Surtout les kinés qui s'y sont intéressés. Après, je pense qu'ils n'ont peut-être pas le même bras de levier que nous en tant qu'internes en médecine. On puisse avoir sur les médecins. Par exemple, ce que j'ai oublié, dans les autres axes, on va également, il y aura au cours d'une conférence aux médecins généralistes une présentation qui va être faite sur la rééducation du patient lombalgique présentée par ma chef. Et donc on pourrait également présenter la manière de faire une ordonnance de kiné, de communiquer avec le kiné, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de kinés qui apprécieraient. Et donc, voilà. Parce qu'en aparté, on en discutait en dehors, là, on se disait que c'est comme s'il y avait deux raisonnements. Je sais que de mon côté, j'ai pas mal de collègues kinés qui, des fois, ont un peu de difficulté avec le fait que les médecins notent, comme je t'expliquais, ce qu'il faut faire. Et toi, tu me disais, d'un autre côté aussi des kinés qui sont en attente de consignes, c'est ça? Oui. Alors, c'est paradoxal. Effectivement, dans les textes, le médecin ne doit pas mentionner les techniques, encore moins les techniques du kiné, d'autant plus qu'honnêtement, je pense que très peu de médecins connaissent réellement ces techniques, les tenants et aboutissants de ces techniques. Donc ça me semble difficile quand même de dire faites telle technique si... voilà. Et donc oui, il y a des kinésithérapeutes. Je pense que ceux qui maîtrisent très bien le domaine de la lombalgie n'ont pas besoin d'avoir une prescription hyper détaillée du médecin. Maintenant, il y a certains kinés, donc voilà, c'est le problème, c'est toujours paradoxal, qui apprécient sur des lésions, par exemple un syndrome d'Eloge. En médecine du sport, au CHU, on s'occupe des syndromes d'Eloge, d'effort chronique. Donc on fait des injections de toxines et les kinés apprécient, on a des retours des patients, les kinés qui apprécient qu'on leur donne un protocole détaillé parce que c'est une pathologie qui est finalement assez rare. Bien sûr. C'est vrai que... Il y a peut-être des questions de responsabilité aussi, je ne sais pas. Non, c'est sûr. Finalement, c'est très compliqué de trouver le juste équilibre entre...
Noter ce qu'il faut, et puis parce qu'il faut ménager les susceptibilités de certains aussi et certaines. Oui, alors je pense après, les kinés devraient moins hésiter à... En tout cas, je le prendrais pas mal si un kiné m'appelle pour me dire écoutez, votre diagnostic, je pense qu'il serait à revoir. Réellement, je le prendrais pas mal et je pense qu'il ne faut pas hésiter en tant que kiné s'il y a des doutes. Ça, c'est super ce que tu dis, parce que je sais qu'une partie des confrères et des consoeurs, ils ont soit peur, soit donc déjà peur de la réaction, et puis ils ne se sentent pas forcément légitimes pour le faire. Moi, mon discours souvent auprès de mes étudiants, c'est de dire non, mais il faut y aller, et je pense que les médecins apprécient qu'on leur fasse un retour. Et ce que tu dis, ça va dans ce sens-là. Je pense que c'est plutôt apprécié par les confrères et les consoeurs. Mais par contre, c'est pas évident pour nous, parce qu'on ne sait pas trop des fois comment se placer. Parce qu'appeler un médecin et lui dire voilà, peut-être qu'est-ce que vous en pensez, il faudrait peut-être une imagerie, c'est pas notre rôle non plus a priori. Ouais, je pense que c'est effectivement délicat de demander au médecin de réaliser une imagerie, mais en tout cas de lui soumettre les interrogations ou éventuellement passer par le courrier sinon. C'est vrai que moi, je n'ai pas une grosse expérience, je suis qu'en 9e année de médecine, mais chaque patient que je reçois qui bénéficie d'une rééducation en ville, en fait j'ai jamais eu de bilan de kiné, donc je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Et du coup j'appelle le kiné, alors j'arrive à l'avoir au téléphone ou pas, mais en tout cas j'adore discuter. Puis en fait comme en centre de rééducation, on a la chance d'avoir des temps d'échange dédiés. Alors c'est sûr que les kinés libéraux, en étant à 16 € les 30 minutes, n'ont peut-être pas le temps de passer 10 minutes avec. Mais en tout cas, un petit coup de fil hyper rapide ou un courrier, mais en fait on ne demande pas un courrier hyper détaillé comme nous pouvons le faire. Enfin, moi ce que j'attendrais en tout cas d'un courrier, c'est connaître savoir les techniques qu'utilise le kiné. Si par exemple il a fait uniquement du massage, parce qu'il ne faut pas leur lancer la pierre, s'il a fait uniquement du massage dans la lombalgie, c'est peut-être parce qu'en fait le patient est juste hyperalgique, hyper inflammatoire. Peut-être que là il faut que je me remette en question, peut-être que je suis passée à côté d'un rhumatisme ou d'un cancer, je ne sais pas. Par exemple, dans la technique Mackenzie, de ce que j'ai appris, enfin du peu que je connais, en tout cas, la douleur pourrait migrer, si j'ai bien compris. Et donc, cet effet de centralisation. Et donc, si la douleur remonte, parfois, le patient arrive chez le médecin généraliste et dit, mais au final, le kiné, il me fait faire des extensions comme ça du rachis. Et j'avais pas mal au bas du dos, enfin il avait une grosse sciatique, il avait pas tant mal que ça au bas du dos et maintenant il a encore plus mal. Enfin forcément le médecin généraliste il sait pas quoi va penser, pas comprendre. Oui, alors là je pense que juste un petit mot de 5 lignes en expliquant c'est normal, vous inquiétez pas. Mais c'est carrément ça, je pense que des fois on n'a pas, même nous on n'a pas forcément conscience de ce que vous proposez et de ce que vous savez, et inversement, quoi. On ne connaît pas nos connaissances mutuelles. Ouais, donc du coup, appeler... alors moi, j'ai une question plus précise. Parfois, ça m'est arrivé au cours de ma carrière d'être face à vraiment des drapeaux rouges. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux kinés dans ces cas-là, s'ils ont vraiment un doute face à une pathologie, la conduite à tenir? On appelle les urgences, on appelle le médecin de famille, on fait... Alors, je dirais que ça dépend du drapeau rouge, parce qu'il y a les drapeaux rouges qui sont urgents. Par exemple, un syndrome de la queue de cheval ou un déficit moteur... à partir de 3 sur 5, globalement, ou même si ça s'aggrave, si le patient n'était pas déficitaire et qu'il passe de 5 à 4, peut-être que moi, adresser aux urgences avec éventuellement même un petit mot pour mieux orienter les urgentistes. Je pense que là, il faut adresser aux urgences. Après, par exemple, une urgence relative, une suspicion de spondylarthrite ou de... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Finalement, un cancer. Ça reste une urgence relative. Et puis, il vaut peut-être mieux pas que le patient ait l'annonce de son cancer dans le feu après avoir attendu 10 heures sur son brancard aux urgences. Ou peut-être mieux que ce soit le médecin de famille, enfin le médecin généraliste qui se charge de faire l'annonce. Voilà, donc je pense que c'est en fonction de l'urgence. Mais oui, syndrome de queue de cheval et... Vous en voyez souvent de ce type de patients? Des queues de cheval ou des trucs comme ça? Alors j'ai fait 6 mois aux urgences au Creusot. J'ai dû en voir 1 ou 2 en 6 mois. D'accord. Et puis ensuite, j'ai été en stage en rhumatologie. Et là, effectivement, c'était notre activité voilà, pour hospitaliser des patients de toute manière... pour sciatique. Il faut vraiment que ce soit un truc cogné, quoi. Voilà, et puis des grosses hernies exclues avec des déficits moteurs, des lacets très serrés à 10 degrés, voilà, des patients vraiment hyperalgiques, quoi.
Ok. Ouais, donc cette communication, c'est vraiment intéressant. C'est quoi tes projets pour la suite? Parce que si j'ai bien compris, du coup, il te reste encore 2 ans. Alors, je dois terminer cette année de médecine du sport. Et ensuite, j'aurai encore 2 ans, ce qui m'amènera à 11 ans, un internat de 11 ans. Chapeau. Voilà. Et puis ensuite, donc, il y a potentiellement la possibilité de faire un assistanat. Donc moi, j'y vois surtout la possibilité de travailler dans l'hôpital public. Ça ouvre ces portes-là. Ça ouvre également les portes du secteur 2, mais le libéral n'est pas réellement ce qui m'intéresse. En fait, moi, j'adore travailler en équipe. Et les kinés libéraux, j'aime bien, mais finalement, j'ai pas l'occasion de discuter réellement avec eux. Alors, peut-être que ça va se développer, parce qu'en Côte d'Or, on a des kinés qui sont quand même très dynamiques. Plein de petites formations off, finalement, qui se font. Donc, voilà, moi, j'aimerais travailler en hospitalier, éventuellement, pourquoi pas 1 ou 2 journées. En maison de santé, tu penses, ou ce genre de choses? Enfin, en tout cas, autour de Dijon. Et puis, voilà, j'aime aussi voir du patient à la chaîne. Enfin, avoir plein de petites choses pas graves aussi pour dédramatiser le patient sportif qui finalement a juste sa tendinopathie, faire du geste. J'adore l'échographie. Ça, c'est vraiment pour nous médecins, médecins du sport, c'est notre nouveau dada. Je comptais plutôt m'orienter vers l'ostéopathie en activité parallèle à la médecine du sport, et finalement je me suis rendu compte avec l'échographie que c'était génial, quoi. C'est notre 2e stéthoscope, ça nous permet de faire des infiltrations précises. Voilà, et puis de donner tout de suite un pronostic au patient aussi. Est-ce que le tendon est fissuré ou pas? Parce qu'il y a quand même un certain délai parfois pour avoir les examens d'imagerie. C'est vrai, oui. Et je pense que ça change aussi la prise en charge en kiné, ça gagne du temps. Alors on fait éventuellement parfois on réadresse aussi au radiologue quand on n'est pas sûr de notre échographie. Ça évite aussi de demander trop d'examens d'imagerie, d'IRM et compagnie. Voilà, l'échographie, c'est vraiment mon petit plaisir. Et donc j'imagine que c'est assez chargé en termes de temps, parce que tu es en internat et en plus tu fais des formations. Donc moi j'étais étonnée de voir que tu arrivais à te dégager du temps pour ça. Oui, alors je fais les formations de kiné. Et puis à côté, donc là j'ai la formation de médecine du sport, et on a l'occasion aussi de faire des DU. Donc cette année je fais le DU d'appareillage. Je pense l'année prochaine faire celui d'échographie. D'accord, et c'est assez courant que les internes comme toi fassent plein de choses comme ça en même temps? Peut-être pas un DU tous les ans parce que c'est lourd. Hein, vous avez aussi vos DU de kiné, il y a souvent des examens, et puis des mémoires, et puis des déplacements et des frais. Voilà. Mais honnêtement, franchement, les formations de kiné, il faut peut-être même faire la publicité, entre guillemets, vers les médecins, quoi, parce que moi, c'est clair que ça change même ma vision des choses, quoi. De l'appareil locomoteur, on n'a pas le même enseignement. Parfois, on n'a même pas les mêmes termes pour dire la même chose. Ce qui est un peu étrange quand même, parce qu'on a théoriquement les mêmes formateurs, enfin grosso modo, mais bon, c'est pas grave en soi. Enfin, en tout cas, c'est clair que ça me permet de mieux communiquer et puis de mieux orienter mon patient, quoi. Et surtout, puisque finalement à Dijon, il y a beaucoup de kinés, mais grâce à ma thèse, je commence à bien les connaître. En fonction du profil du patient et de sa pathologie, je sais un peu comment chaque kiné travaille, parce que j'interroge toujours mon patient sur son kiné, sur ce qu'il lui fait, etc. Et moi-même, j'essaie d'aller voir, je vais essayer d'aller voir, parce que je fais beaucoup de médecine du sport, tous les cabinets de médecine du sport de Dijon. Et je sais vers quel kiné correspondra mieux dans sa manière de travailler ou dans sa manière d'être. Donc je propose toujours plusieurs kinés, bien sûr, mais en tout cas, tu vas cibler plutôt sur des compétences. Je peux cibler un peu plus, et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde, pour le kiné et pour le patient, quoi. Ah, carrément, je suis carrément d'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on termine? Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Non, en tout cas, je ne me vexerai pas si vous m'appelez pour me dire que mon ordonnance ne va pas. Ou, réellement, quoi. En fait, ça me vexe plutôt que le kiné me le dise pas. Ose pas t'appeler. Franchement. Mais c'est parce que vous nous impressionnez. De l'avoir à travers le patient, je me dis, mais. C'est parce qu'on est impressionné, c'est pour ça. Alors, on est difficilement joignable. Donc, j'essaye maintenant de mettre toujours mon adresse mail en dessous des ordonnances. Donc, le problématique, c'est que le patient l'a également. Mais bon. On va essayer de... on a trouvé comme alternative, de par cette thèse, que le mail, la messagerie sécurisée était finalement la meilleure alternative. Au CHU, en tout cas, les praticiens sont extrêmement réactifs par mail. En 24 heures, vous aurez une réponse.
Si vous avez une urgence, une semi-urgence en tout cas, je pense qu'en 24 heures, il faut faire des demandes bien orientées, par exemple, auprès d'un rhumatologue, etc. Ça, c'est bon à savoir déjà. Mais on est assez réactif sur les mails au CHU de Dijon. Les autres CH, je ne sais pas, mais voilà. Ok, merci beaucoup pour tes conseils. Et puis surtout, merci parce qu'on fait ça à la fin d'une journée. C'est toujours un peu fatigant et tu as gentiment accepté de répondre à mes questions, ce qui n'était pas forcément évident. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun prochain épisode. À très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.